Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Anne-Leila Battel, la directrice générale de Pulse, une association qui accompagne les entrepreneurs à impact un peu partout dans le monde. Notre débat, il porte sur la Saint-Valentin, fleur de saison, fleur équitable, comment respecter la tradition sans renier ses engagements environnementaux et sociétaux. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Give, c'est une start-up qui mise sur les dons d'objets et de nourriture entre particuliers. Voilà pour les titres, c'est parti pour 30 minutes de bonheur. Bonjour Anne-Leila Battel, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Pulse, c'est une association qui appartient au groupe SES. C'est quoi votre mission ? Alors, la mission de Pulse, c'est de soutenir l'entrepreneuriat à impact. Et c'est ce qu'on fait au travers de nos programmes d'accompagnement en Afrique et en Europe, dans une dizaine de pays depuis 2006. Et c'est des programmes d'accompagnement qui visent à faire émerger, soutenir des projets à vocation sociale ou environnementale, mais aussi à transmettre les clés de l'entrepreneuriat à des publics dits défavorisés ou sous-représentés dans la création d'entreprises. Quelques chiffres sur Pulse. Donc, effectivement, cette mission accélérée l'entrepreneuriat à impact partout dans le monde, présent dans 18 pays, 4 lieux d'incubation, 20 programmes d'accompagnement, 2000 hommes et femmes entrepreneurs accompagnés depuis la création. Cette mission d'accompagnement, ça passe par quoi ? C'est quel levier vous mettez en œuvre en fait ? Alors les leviers, c'est de la formation, du suivi individuel et parfois de l'accès à des outils de financement pour permettre au programme de voir le jour. Ça, c'est les briques essentielles de notre accompagnement. Ces leviers de financement, c'est quoi ? Ça veut dire que vous avez des partenaires financiers pour vous accompagner ? Vous allez lever des fonds publics, des fondations privées qui vous accompagnent ? Comment ça fonctionne ? On fait soit le lien avec des outils de financement existants, ça peut être du prêt d'honneur, ça peut être effectivement de l'investissement en subvention ou autre, et on a nos propres outils de financement. On a lancé récemment un réseau de business angels à impact. Donc ça, c'est un outil qu'on opère nous en propre. Est-ce que ce mouvement des entrepreneurs à impact, vous le voyez grandir depuis quelques années ? Tout à fait. On le voit grandir, je dirais, depuis une dizaine d'années. Ces initiatives, elles ne sont pas nouvelles. Maintenant, le constat qu'on porte, et je crois que c'est le point de départ de ce projet-là qu'on lance avec le soutien de la Fondation Google Power, c'est que l'écosystème de l'entrepreneuriat impact est insuffisamment accessible. Et il y a encore des enjeux d'inclusivité et une diversité qui est insuffisante, insatisfaisante, avec par exemple on a une surreprésentation de personnes diplômées parmi les entrepreneurs. On a 70% des entrepreneurs aujourd'hui qui sont issus d'une grande école de commerce ou d'ingénieurs, et à l'inverse on a une sous-représentation des femmes avec uniquement 15% des startups qui ont été lancées par des femmes. Donc voilà, cette sous-représentation-là, elle est évidemment dommageable. Toutes les études le montrent, la diversité est un facteur clé d'innovation. Et donc se satisfaire de cette situation, c'est finalement restreindre notre potentiel d'impact. Et donc il y a effectivement ce plan d'action national en faveur d'un entrepreneuriat plus social et inclusif. Le groupe SES le lance avec le mouvement Impact France, effectivement sous l'égide, on va dire, de la fondation de Google, la branche philanthropique de Google. C'est quoi ce plan ? Comment ça va s'articuler en quelque sorte ? C'est sur plusieurs années, c'est ça ? Alors, pour répondre à ces enjeux d'accessibilité, il y a deux leviers principaux. Si vous voulez, on a deux problématiques auxquelles il faut répondre. La première, c'est qu'il y a insuffisamment d'entrepreneurs qui se lancent. Donc pour ça, il faut agir en amont des programmes d'accompagnement. Le deuxième, c'est que les entrepreneurs avec certains profils vont faire face à des freins spécifiques entravants. Ça peut être des freins financiers, ça peut être des freins qui sont liés à l'équilibre vie pro, vie perso pour les femmes notamment. Et donc il faut adresser spécifiquement ces freins-là au sein de nos programmes. Donc avec des publics spécifiques en quelque sorte qui sont identifiés et des propositions qui sont adaptées. C'est-à-dire qu'il y a les femmes, les réfugiés, les demandeurs d'emploi. J'ai vu qu'il y avait ces trois grandes catégories et vous ne proposez pas exactement le même accompagnement à chacun et à chacune. Non, il faut s'adapter. Ces freins sont spécifiques à certains des publics, donc il faut y apporter une réponse spécifique à chaque fois. Et ça se fait au sein des programmes
et en amont. Si on prend des exemples, pour les femmes par exemple, c'est quoi les leviers d'accompagnement que vous activez? On a énormément de modules en amont en fait, qui sont liés à la confiance en soi. On parle souvent de censure pour les femmes. Donc tout ce qui permet de lever ces appréhensions-là sur les représentations que les femmes peuvent avoir de leur réussite, de leur capacité à mener à bien des projets, etc. Donc ça va beaucoup se faire en amont. Et puis au sein des programmes, ça va être tout ce qui permet de se maintenir dans une activité, en dépit par exemple de sa vie pro, donc l'accès à une crèche, etc., la mise en relation avec des services de ce type-là, qui sont essentiels pour la poursuite des projets. Oui, on a reçu notamment deux des fondatrices de Leia Capital. On a dit qu'il y avait un machisme du financement, quoi, tout simplement, notamment des startups et des startups de la tech qui sont, quand il y a des femmes à leur tête, quoi, ça. Ça semble totalement hallucinant qu'on en soit encore là, mais on en est encore là. Donc ça passe par là aussi, c'est-à-dire ça veut dire aider à trouver du financement. Alors la représentation, mais si on est très concret de ce plan d'action, ça va être aider à trouver des financements pour les femmes. Concrètement, pour ce plan d'action, donc c'est un plan d'action qui va se déployer en 2 ans et en 3 phases. La première phase, c'est une phase de diagnostic qui vise à faire dialoguer les parties prenantes. Donc les parties prenantes, c'est à la fois ceux qui connaissent ces publics, qui travaillent auprès d'eux au quotidien, et ceux qui accompagnent, comme nous, les incubateurs, qui accompagnent ces entrepreneurs et qui font face à ces enjeux d'accessibilité que je vous mentionnais. Donc les faire dialoguer pour faire émerger des recommandations, à la fois des bonnes pratiques, fabriquer de la connaissance, si vous voulez, à ce sujet, identifier un peu mieux tout ce que je mentionne jusque-là, mais aussi des outils concrets pour répondre aux besoins mal couverts, qui sont aujourd'hui encore des freins qui subsistent au sein des programmes. Ces conclusions-là, dans un deuxième temps, on va les implémenter, mais les tester surtout au sein de programmes. Et on va faire ça en Seine-Saint-Denis, puisque c'est un département qui est représentatif malheureusement des enjeux qu'on mentionne là. Et l'objectif, ça sera évidemment d'ajuster ces différents outils, mais aussi de créer de la coopération entre les acteurs que je mentionnais justement, puisqu'on sait que c'est ce qui manque cruellement. Donc ça, c'est la deuxième phase. C'est la deuxième phase. La toute dernière, ça va être là une dissémination à l'échelle nationale qui va se faire aussi dans une logique territoriale, c'est-à-dire en accompagnant les acteurs locaux à eux-mêmes se familiariser et déployer ces outils, mais aussi dans une logique, je dirais, open source, avec des événements de restitution, d'animation qui seront ouverts au public pour que tout le monde s'en souvienne. Si on prend des exemples d'entrepreneurs à impact que vous avez accompagnés ces dernières années, qu'on soit un peu concret, qu'on imagine quel type d'entreprise, vous pouvez nous en citer quelques-uns? Un exemple qu'on cite assez souvent, c'est Phoenix, qui lutte contre le gaspillage alimentaire, qui a été accompagné dans notre incubateur à Montreuil il y a quelques années, et qui développe là, qui vient de faire à nouveau, je crois, une nouvelle levée de fonds pour développer une application, puisque jusque-là, ils étaient dans une offre très B2B, donc des services proposés aux entreprises, et aujourd'hui, ils passent au grand public pour permettre aussi à tout le monde de faire du gaspillage alimentaire. Donc voilà, ça c'est un très bel exemple de réussite. Si on prend, alors il y a les femmes, il y a les réfugiés, par exemple, l'accompagnement, là aussi, il est beaucoup plus ciblé. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre ou qu'est-ce que vous imaginez mettre en œuvre de différent dans ce plan pour les réfugiés? Pour les réfugiés, par exemple, on a déjà des programmes dédiés aux réfugiés. Il y a tout un volet d'accompagnement administratif. Il y a tout un tas de freins administratifs. On a évidemment la barrière de la langue, parfois, selon le pays d'origine. Et puis, on a un enjeu qui est celui de la reconnaissance des compétences qui ont pu être acquises dans le pays d'origine. Donc ça peut se faire de manière très formalisée via des VAE qui sont des processus assez longs. Faire valider le diplôme. Voilà, des validations officielles de diplôme. Ça peut se faire aussi via de la valorisation. Et là aussi, c'est un travail à faire en suivi individuel sur le CV, comment adapter même le CV, etc., au marché du travail français finalement. Et je termine avec les demandeurs d'emploi. C'est vrai qu'on est dans une période plutôt encourageante avec des chiffres records de création d'emplois en 2021. À quelle population vous adressez? Des gens qui sont éloignés de l'emploi, qui passent un peu sous les radars? Est-ce que c'est l'idée? Alors en Seine-Saint-Denis, beaucoup. Ça peut même être des jeunes, effectivement. On a beaucoup de ce qu'on appelle des NEET, donc des jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation, ni en éducation en Seine-Saint-Denis. Autrement, les demandeurs d'emploi, c'est plutôt ceux qui sont pas forcément éloignés de l'emploi, mais qui pour une raison ou pour une autre ont une rupture d'activité depuis 1 ou 2 ans. Et ce qui est certain, c'est que là, l'entrepreneuriat est un levier post-crise de résilience, et qu'il ne faut pas que ça bénéficie uniquement aux cadres déjà en emploi, et que ça puisse bénéficier évidemment à tout le monde, que tout le monde puisse contribuer.
Merci beaucoup, merci Anne-Léla Battel, à bientôt sur Bismart. On passe tout de suite à notre débat. Vous allez peut-être offrir des fleurs pour la Saint-Valentin, on vous les propose équitables. Des fleurs, oui, mais des fleurs équitables. Voilà le thème de notre débat. Je vous présente mes invités. Valéria Rodriguez, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable du pôle plaidoyer et mobilisation chez Max Havelaar France. À vos côtés, Nicolas Bigot, bonjour. Bonjour. Le directeur général de Bigot Fleurs. Votre métier, vous êtes venu avec certaines de vos roses. Vous êtes quoi ? Producteur et importateur de fleurs, c'est ça ? C'est ça, on est producteur. Alors on a la double casquette, on est producteur en France, dans la Sarthe, où on produit des tulipes notamment, et on produit des roses au Kenya depuis 20 ans maintenant. Donc on est vraiment producteur, c'est notre ADN. Ouais. La Saint-Valentin, c'est quelle part du chiffre d'affaires pour une entreprise comme la vôtre et pour le secteur en général ? C'est une grosse partie de notre chiffre d'affaires, c'est à peu près entre 10 et 15%, alors sur une journée de vente. Donc c'est vrai que ça pèse très très lourd, à la fois pour nous, mais pour tous les acteurs de la filière, les fleuristes bien sûr, et tous les magasins qui vendent des fleurs. Et ce jour-là, les roses sont toujours plébiscitées ? Toujours, c'est 90% des ventes, c'est la rose, et puis souvent la rose rouge qui est un symbole très fort pour les amoureux. Ouais, alors le chiffre global que j'ai trouvé, c'est 63% des dépenses de la Saint-Valentin en 2021, mais évidemment, ça peut être beaucoup plus en fonction des entreprises et des secteurs. Valéria Rodriguez, comment elles sont produites, la majorité de ces roses qu'on va offrir à la Saint-Valentin ? Il y a du bon et du mauvais, quoi, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la majorité des roses sont produites dans des pays comme le Kenya, l'Ouganda, l'Équateur, la Colombie. Et donc, ces roses-là sont produites dans des conditions de salaire, de conditions de travail, surtout pour les travailleurs et les travailleuses, parce que les travailleuses sont très majoritaires dans cette filière-là, qui ne sont pas du tout équitables, avec des contrats ou pas de contrats, avec pas de respect des droits du travail, avec pas de respect, par exemple, de suffisante protection par rapport aux produits chimiques. Et c'est une filière dans laquelle on utilise beaucoup d'intrants chimiques, c'est une filière dans laquelle on utilise beaucoup d'eau aussi, très consommatrice d'eau, et donc dans des conditions sociales qui bafouent tous les droits de ces gens-là. Et donc, vous êtes là pour labelliser des roses équitables, donc c'est possible, selon quels critères ? Alors, c'est tout à fait possible, et l'entreprise Bigot est là pour nous le démontrer aussi, mais pas que. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont engagées, pas suffisamment, bien évidemment. Mais sous quelles conditions ? Une condition de le respect, par exemple, du salaire le plus exigeant du secteur légal dans le pays, déjà, parce qu'il y a des plantations dans lesquelles on peut ne même pas respecter le salaire légal d'un pays, par exemple, qu'il y ait des contrats de travail, le plus souvent à durée indéterminée, qu'il y ait un congé maternité, par exemple, pour les femmes, qu'il y ait du matériel de protection, qu'il y ait une réduction. Nous avons toute une liste de produits chimiques bannis pour la certification que les plantations ne peuvent pas utiliser. Donc, les plantations sont aussi obligées de mettre en place des mesures pour la réduction de l'utilisation de l'eau, pour le recyclage de l'eau, etc., pour réduire l'impact environnemental de ces plantations. Et il y a également une prime de développement qui est versée au comité de travailleurs. Et nous tenons énormément à que les travailleurs puissent s'organiser en comité, qu'ils puissent se syndiquer, ce qui n'est pas la norme, il faut le savoir dans ces pays. Se syndiquer, ce n'est pas bien vu. Et donc qu'ils puissent lutter pour leur salaire, et qu'avec cette prime de développement, qui du coup ne va pas aux propriétaires de la plantation, elle va aux travailleurs. Et avec cette prime de développement, ils peuvent investir dans des projets collectifs, très souvent dans l'éducation des enfants, dans la santé, etc. Donc c'est vraiment un engagement. Et j'imagine, Nicolas Bigot, un engagement longue durée, parce que ce label, vous êtes là aussi parce que vous avez le label Max Havelaar. Vous avez une exploitation qui représente quoi au Kenya, et quels efforts ça vous a demandé pour obtenir le label ? Le label, alors nous on est labellisé depuis 2008, donc ça fait 13 ans maintenant qu'on est labellisé, un peu plus 14 ans même labellisé Max Havelaar. On a une roseraie au Kenya qui fait à peu près 70 hectares, donc c'est 1000 salariés à peu près, donc on sait que ça fait vivre à peu près 10 000 personnes là-bas au Kenya, et c'est vrai que j'entendais tout ce que ça demande d'être labellisé. Un exemple très concret chez nous, ce que ça représente, la prime de développement, donc c'est 10% du prix de la rose qui est reversé au fameux comité Max Havelaar de nos salariés sur place. Chez nous, ça représente plus de 400 000 € l'année dernière qui ont été reversés et qui ont permis
permis de faire des choses très concrètes comme apporter l'électricité dans des villages pas très loin, faire un puits dans un village à 5 km. On a fait une inauguration il n'y a pas longtemps. Donc en fait, ce sont des choses très concrètes qui changent la vie et le quotidien de nos salariés. Oui, et ces projets-là, ce sont les salariés qui eux-mêmes qui les décident, quoi. Alors nous, on n'a pas de droit de regard sur cette prime de développement. En tant que propriétaire de l'entreprise, on n'a pas ce droit. Nous, on reverse les 10% et le comité de salariés de l'entreprise Bigot au Kenya gère ce budget tout seul. Donc c'est vrai qu'il y a un côté autogestion qui est intéressant. En plus, c'est vraiment eux qui choisissent les projets. Et au-delà de ça, par exemple sur les engagements environnementaux qui doivent être respectés, Alors, un exemple, que ça aussi, quand on le voit, on parle souvent d'agriculture bio ici, c'est des processus longs, quoi. Exactement. Alors, un des enjeux clés, c'est l'eau, notamment au Kenya. Alors, il faut savoir, au Kenya, on a l'image un peu d'Épinal de la savane où c'est très, très, très sec. Il pleut beaucoup au Kenya. Il pleut 800 mm d'eau par an. Donc, c'est comme en Bretagne, vous voyez. Donc, on a du mal à se rendre compte. Mais il pleut à des périodes très, très concentrées. C'est les phénomènes de mousson. Donc, il pleut énormément à certaines périodes. Et après, pendant 6 mois, il n'y a plus d'eau. Donc, il faut créer des bassins de rétention. Exactement. Nous, ce qu'on fait chez nous, par exemple, on a construit des énormes bassins de rétention qui représentent à peu près 2/3 de l'équivalent de notre consommation en eau. Donc, ça veut dire qu'une rose équitable, et les roses chez nous, sont arrosées pour 2/3 à l'eau de pluie dans notre plantation. Donc c'est vrai que c'est un enjeu fort qui nous a été permis de faire grâce à Max Havelaar. Est-ce qu'il y a, vous l'avez dit, 13 ans de labellisation, c'est quoi? C'est vérifié tous les ans? Comment vous êtes contrôlé? Alors c'est très 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 strict, et on peut le dire. Là-bas, chaque année, on a un audit de la part d'un organisme indépendant qui s'appelle Flowcert, donc c'est même pas Max Havelaar, c'est vraiment indépendant, qui viennent pendant 4 jours chez nous et qui épluchent tout. Ils épluchent tout ce qu'on fait, effectivement les intrants qu'on utilise, la prime de reversion notamment que l'on reverse au comité, et ils peuvent aller n'importe où. La ferme est ouverte, ils vont interroger n'importe quel salarié, savoir comment ça se passe. Les syndicats, nous on a des syndicats, on parlait chez nous, on a des syndicats dans notre entreprise, donc ils peuvent aller n'importe où. C'est extrêmement sérieux, extrêmement strict, et c'est vrai que c'est la gage de la fiabilité de ce label. Évidemment, Valérie Rodriguez, ça veut dire qu'il y a des exploitations qui le perdent, ce label? Oui, ça peut, mais c'est-à-dire ça arrive souvent. Ça peut arriver, ça peut arriver que des exploitations perdent. Il faut pouvoir jouer le jeu, bien évidemment, et le jour où ça serait pas comme ça, nous on perdrait notre crédibilité. Alors une certification n'est pas une garantie à 100%. Il y a des choses qu'on peut ne pas voir, l'auditeur peut-être, mais bien évidemment que c'est tous les ans on va voir tous les maillons des chaînes d'approvisionnement dans toutes les filières dans lesquelles nous travaillons. Et donc s'il y a des questions qui ne sont pas respectés, des standards qui ne sont pas respectés. Ça dépend de la gravité, mais ça peut aller jusqu'à la perte de la certification, bien évidemment. La fleur équitable, qu'est-ce que ça représente? C'est un marché qui progresse? C'est un marché qui progresse en France, mais c'est un marché qui, dans le monde, représente à peu près 1 milliard de tiges. Alors, à côté du marché mondial, je pense que c'est... pas beaucoup encore. C'est quoi? C'est quelques pourcentages? C'est moins de 5%? Je pense qu'on doit être autour de 5%. Après, c'est très variable selon les pays. Il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance. L'Allemagne, l'Angleterre sont très en avance et vendent beaucoup de roses équitables puisqu'il y a une vraie connaissance de la filière. Et donc, on sait que, quitte à importer des roses du Kenya, autant les consommateurs font le choix de justement choisir de l'équitable parce qu'ils savent derrière que c'est plus vertueux et que c'est d'un point de vue sociétal c'est beaucoup plus fort pour l'impact pour les populations là-bas, clairement. Mais en France on est un peu à la traîne par rapport à l'Angleterre et l'Allemagne, pardon. Oui, on est encore à la traîne, mais on est en croissance, et ce qui est une bonne nouvelle, c'est que on trouve maintenant des roses équitables à peu près dans les plus grandes enseignes de distribution. Donc ça c'est une bonne nouvelle, surtout à la Saint-Valentin et à des dates comme ça où la rose est très prisée. On le trouve aussi dans des grands distributeurs de fleurs maintenant, et on a de plus en plus d'engagement. Et je pense aussi que les consommateurs ont besoin de plus de transparence par rapport à ce qu'ils achètent. Et donc, je pense que la fleur équitable a un avenir par rapport à ça. Alors effectivement, je pense que la demande, elle est croissante. Mais moi, ma première réaction, ça a été de me dire, mais... parce qu'on l'a souvent évoqué sur ce plateau, acheter des roses en février, c'est absurde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ces roses qui viennent du Kenya, leur impact carbone, si on le compare à des roses produites en Europe, au hasard aux Pays-Bas, qu'est-ce qu'il faut mieux faire, quoi? Alors, je pense que Nicolas est mieux placé que moi pour le dire, mais il n'y a pas de roses en hiver en Europe. On ne produit pas de roses en hiver en Europe, à part si on les produit sous serre chauffée.
ce qui, Et en donc, termes l'impact carbone est environnementaux, pire. est bien pire. Donc, pour vous donner une idée, une rose produite au Kenya est émettrice de 6 fois moins de gaz à effet de serre qu'une rose produite en Europe sous serre chauffée. Même avec le transport. Même avec le transport en avion. D'accord ? Donc, je vous accorde que la question de consommer des roses en hiver ou d'acheter des roses en hiver est peut-être pas la meilleure idée. Alors, on peut se dire, et on sait qu'il y a de plus en plus de mouvements pour une consommation responsable, que autour de soi, que de saison, etc. Et c'est totalement louable et respectable. Après, j'ai l'impression que ce n'est pas la majorité des Français et des consommateurs qui font ça, et qu'à la Saint-Valentin, beaucoup de monde va rester attaché à la rose. Et donc, dans ce cas-là, par contre, ce qui est important, et c'est ça, la distance est parfois trompeuse. Oui, mais c'est une idée reçue, et je pense que c'était important de le dire. D'autant plus qu'enfin, nous, on a produit des roses avant 2002 en France, donc on voit vraiment la différence. Effectivement, c'est 6 fois l'impact carbone. Ça a été démontré par une université qui s'appelle l'université de Cranfield, donc qui est complètement indépendante, qui montre que le fait de au Kenya on ne chauffe pas, on n'a pas besoin de lumière artificielle, alors qu'en ce moment, vous voyez les journées qu'on a, il n'y a pas de soleil. C'est la même chose en Hollande. Ils sont obligés d'utiliser des lumières artificielles et du gaz pour chauffer, donc l'impact carbone est beaucoup plus fort. Mais après la question, c'est la saison, mais c'est la saison au Kenya, c'est-à-dire qu'en ce moment on mange des oranges et on mange des bananes parce que c'est la saison. C'est juste que produire des roses en Europe, effectivement, c'est un non-sens. Si on veut reproduire dans une serre le climat tropical où ça pousse. Mais sinon, au-delà de ça, les fleurs de saison, ce principe de privilégier les fleurs de saison, est-ce que vous, parce que c'est toujours les consommateurs qui décident, qui votent avec leur carte bancaire, c'est ce qu'on disait hier dans l'émission, est-ce que vous sentez un mouvement pour les fleurs de saison ? On le sent, après, avec une logique de réalité qui est très forte. Qu'est-ce qu'on a en ce moment dans nos jardins ? Enfin, je ne sais pas si vous avez un jardin. Pas grand-chose, pas beaucoup de fleurs. On a peu de fleurs, ce qui est normal. Nous, on est producteurs aussi dans la Sarthe, donc on produit des tulipes en ce moment, grosso modo. Il y a des renoncules un petit peu dans le sud aussi, des anémones, mais finalement, il y a très peu de fleurs en ce moment. Donc, si on est prêt à se dire, bah oui, on ne consomme pas de fleurs du tout en hiver, ou avec moins de variété très dans bien, les bouquets. Effectivement, mais de la même manière, je pense que c'est pas aussi binaire que ça. Effectivement, nous, on va manger des carottes, des poireaux et des patates en ce moment parce que c'est ce qu'on produit en France. Mais en même temps, on mange aussi des bananes parce qu'effectivement, aller dire aux producteurs de bananes qu'on va boycotter parce qu'on n'ira jamais produire des bananes en France en ce moment, ça n'a aucun sens. La rose, c'est pareil. Produire une rose sous serre, effectivement, en hiver, ça n'a pas de sens. En revanche, acheter des roses équitables et qui sont produites en ce moment, ça fait vivre énormément de monde. Il faut savoir, au Kenya, c'est plus de 200 000 emplois directs. Et c'est une des richesses des Kenya, c'est son agriculture, son climat. Et il n'y a pas de raison que ces gens-là ne puissent pas se développer avec leur force. Allez dire aux vignerons français, bah non, vous n'allez pas exporter aux États-Unis parce que là-bas, on ne produit pas. Merci beaucoup. C'est un bon argument. Merci à tous les deux d'être venus présenter votre engagement. Et bonne Saint-Valentin à toutes et à tous. Évidemment, on passe à Smart Ideas avec Give. Pour ce Smart Ideas, j'accueille Florian Blanc, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êt le cofondateur de Give, vous l'avez créé avec Hakim Baka. C'était quoi votre déclic, votre idée de départ ? Alors le déclic, en fait, il a lieu en 2015. Alors à l'époque, moi j'habitais à Paris, mon associé aussi. En fait, pendant de nombreuses années, on s'était un peu habitué à voir des objets, enfin des meubles, de l'électroménager à même la rue en très bon état. Et en fait, on est passé devant pendant longtemps, avant effectivement d'avoir cette idée qui a germé, de se dire, en fait, si c'est là, c'est qu'il y a un problème, c'est que les gens n'ont pas pu s'en débarrasser, n'ont pas pu en faire profiter quelqu'un. Donc c'est là où on a commencé à créer une plateforme. Donc d'abord, c'était sur les réseaux sociaux. C'était un groupe qui permettait de très facilement poster les objets dont on ne voulait plus et d'autres personnes intéressées pouvaient les récupérer. Donc c'était pas encore une entreprise à ce moment-là. C'était pas encore une entreprise. Donc ça, c'est en 2016 et c'est aussi là où on crée l'entreprise et du coup, on a quand même lancé une application dédiée avec tout un tas de fonctionnalités qui permettaient de faciliter la chose en 2017. D'accord. Ça repose sur une communauté pour que ça fonctionne. Ça repose complètement sur une communauté, c'est vrai. Et en fait, alors c'est un peu galvaudé, mais j'ai envie de dire l'essayer, c'est l'adopter. C'est souvent les gens arrivent parce qu'ils ont un besoin pratique. On veut se débarrasser d'un canapé, on n'a pas envie de le transporter, etc. Et puis en fait, une fois qu'on a fait l'expérience du don, qui est quand même quelque chose de très positif, vraiment on fait plaisir à quelqu'un, en fait généralement les gens on les fidélise et ils continuent à poster des choses ou à récupérer des choses. Comment ça marche ?
votre appli, comment ça fonctionne? C'est tout simple? On fait une photo, on la poste? Comment ça fonctionne? C'est justement le principe et c'est justement ce qui fait que ça fonctionne, c'est que c'est hyper simple et hyper rapide. C'est-à-dire on prend une photo, une petite description, c'est en ligne, c'est géolocalisé et les personnes autour de moi peuvent voir les annonces, me contactent. Généralement, ça se passe dans la journée. Dans l'heure, j'ai plusieurs réponses. Je choisis la personne pour qui c'est le plus facile de venir récupérer et puis je donne mon objet. C'est hyper simple et hyper rapide. Il y a un modèle économique, c'est une entreprise. C'est quoi votre modèle économique? Alors, complètement. Enfin, l'idée, on est une société, et puis l'idée, c'est aussi de pérenniser le projet, et puis de le développer, de le faire connaître à un maximum de personnes. Donc, il faut pour ça construire un modèle économique qui aujourd'hui repose sur 3 piliers qui sont très complémentaires. Donc, le premier, c'est un peu de publicité. Voilà, pour maintenir une utilisation gratuite du service, on est obligé de passer par la publicité. On a aussi des offres d'abonnement pour ceux qui désirent avoir une utilisation plus poussée du service, et ça s'adresse plus aux personnes qui cherchent à récupérer. Donc on leur facilite un peu la vie. D'accord. Voilà. Et puis le dernier pilier du modèle, c'est en fait, on s'adresse aujourd'hui aux entreprises, donc principalement aujourd'hui les distributeurs et les e-commerçants qui ont des problématiques d'économie circulaire et notamment par exemple gérer la reprise des produits usagés de leurs clients quand ils achètent neuf. Nous, on leur fournit une solution au travers du don pour gérer cette problématique-là. Oui, j'ai vu que vous aviez un partenariat avec Cdiscount, par exemple. En quoi il consiste et est-ce que c'est un accélérateur de s'adosser à un géant comme Cdiscount? Complètement. On a travaillé dans le passé avec Cdiscount. On a également travaillé avec le site de vente de meubles made.com. Ouais. Donc ça nous a permis vraiment de développer la solution et de développer la proposition de service. Aujourd'hui, on la commercialise à tous les distributeurs et à tous les e-commerçants. Et le principe est très simple. Moi, j'achète quelque chose, un nouveau produit. On me propose, dans mon parcours d'achat, une solution pour recycler l'ancien équipement, puisque dans un cas sur deux, on remplace quelque chose d'existant. Et au travers du don, on peut très facilement lui donner une seconde vie. Et en fait, ça s'inscrit également dans le cadre de la loi AGEC, qui impose une obligation de reprise aux distributeurs depuis le 1er janvier de cette année. Ouais. Est-ce qu'il y a un produit phare, un produit plus échangé que les autres? Alors, les principales catégories, en fait, tout ce qui se trouve dans notre maison se retrouve également sur Give, mais forcément les principales catégories, c'est les vêtements, les objets de la maison et les objets de décoration, les objets liés à la petite enfance et à la puériculture, et également les meubles, l'électroménager, l'électronique, enfin voilà, tout ce qui est... Oui, donc c'est vaste. C'est extrêmement vaste, c'est tout ce qui est amené à avoir une seconde vie, voilà. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Give. Bon vent à votre application. Donner, voilà, c'est un beau geste, le don. Merci à toutes les équipes de Bismart. Je vais citer Joséphine Dacoury à la programmation et à la production, assistée aujourd'hui de Maxime Lerba qui débarque sur la chaîne. Donc bienvenue à Maxime. Kelly Dellenbach à la réalisation, Héloïse Merlin au son. Salut à toutes et à tous. Merci encore de votre fidélité. On est bien sur Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut!